Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce pitch qui va durer donc 1 heure, qui est dédié à la présentation du concours d'innovation qu'on a réalisé en partenariat avec RTE et le comité d'agglomération de La Rochelle et donc l'agence ADI Nouvelle-Aquitaine pour laquelle je travaille. Avant de commencer à donner la parole aux porteurs de projets, on va avoir un petit mot pour les partenaires de ce concours. En l'occurrence, j'ai pris les photos qu'il y avait en ligne. Hein. Donc Rémi, on va te donner la parole au titre de ton poste de conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Merci Léo, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, la photo ne trompe pas, c'est bien moi. Rémi Justinien, donc conseiller régional Nouvelle-Aquitaine. Moi je suis élu, représente notamment la Charente-Maritime à la région Nouvelle-Aquitaine. Vous savez, le département qui a le plus de côtes sur la région. Et donc je suis très tourné vers la mer et les dynamiques qui seront demain celles des EMR. Je voudrais remercier Léo pour l'organisation. Je voudrais saluer RTE, les lauréats qu'on va vous présenter après, puisqu'on a voulu faire quelque chose dans le cadre notamment du projet éolien en mer d'Oléron, qui est le projet industriel du 21e siècle en Nouvelle-Aquitaine. Il y a, sans commune mesure, même une LGV, ça coûte moins cher, ça ne crée pas autant d'emplois et ça ne sera pas aussi utile. Et donc, voilà, pardon. J'ai pas l'habitude, moi je suis pas Jean-Pierre Foucault. Donc le projet industriel, Léo, du 21e siècle, qui va concerner à la fois évidemment l'agglomération de La Rochelle, cher Jean-Luc, mais toute la fourniture en électricité d'une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, et ça on s'en félicite à l'heure de l'électrification des process. Avant de passer la parole à Jean-Luc, moi je suis très fier que la région soit de retour sur le salon Synergie. Nous étions là en 2021 déjà à Nantes, nous sommes de retour cette année. Parce que pour nous, il est l'heure de passer la seconde à la fois avec la filière économique, donc, qui est représentée par Aquitaine Blue Energy, qui est notre cluster des entreprises des EMR, mais parce que nous sommes à l'heure des choix également de la transition énergétique. On espère des élections bientôt qui vont intervenir. On espère que le choix des Français ira vers les EMR, d'avoir un mix peut-être avec de l'atome, ça... Moi, je n'ai aucun problème à le dire, mais en tout cas, on espère que cette dynamique vers les EMR enclenchée par d'autres régions et par le pays au sens large sera maintenue, parce que c'est important demain pour que la transition écologique soit réussie. Alors, je vais passer la parole à Jean-Luc et je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour à toutes et à tous. Cher Rémi, a dit beaucoup de choses. Bon, moi, je suis Jean-Luc Alguet, vice-président au développement économique et... dans le cadre de ce projet ADI Nouvelle-Aquitaine avec la communauté d'agglomération qui a été lancé avec RTE, et je remercie aussi d'être là, un concours sur l'innovation. Alors parmi les 15 projets qui ont été déposés fin 2023, le jury a auditionné 10 porteurs de projets au cours des mois de février et mars 2024 sur la base des critères de sélection: capacité à porter le projet, co-usage en mer, résonance de l'innovation et réplicabilité préalable établie, dont le jury a décidé de sélectionner 4 projets pour engager un accompagnement. Le prix CDA a été remis à l'entreprise, pour notre part, à A2 Drone, qui est ici présente, et je remercie, et on soutient fortement ce projet, qui est une entreprise rochelaise, qui a été créée en 2017, en partenariat avec l'entreprise bretonne, qui s'appelle Nawiwet, et ont proposé un projet présentant un système de matériel avec logiciel autonome d'inspection à distance des infrastructures en vue de leur maintenance préventive. Ce projet, composé de drones sous-marins, flottants et aériens, aura pour objectif de faire des analyses de maintenance préventive et prédictive pour contrôler le degré de corrosité de l'infrastructure, comme en utilisant l'intelligence artificielle. Alors nous, agglomération, on est extrêmement intéressés avec les submersions, avec l'entretien des ouvrages de submersion, entre autres, et avec le port maritime. Je sais que vous échangez fortement avec plusieurs ports. Et nous, la communauté d'agglomération est très intéressée par ce porteur de projet. Et dans le cadre du concours, on va mettre à disposition local pour pouvoir que l'entreprise s'installe définitivement sur l'agglomération et va rentrer aussi, et je le félicite, dans l'écosystème de La Rochelle Technopole, qui est elle aussi en très grande mutation sur l'agglomération. Et on remercie M. Lonis de
de porter un tel projet aussi innovant. Et je te l'ai dit déjà à plusieurs fois, je rencontre depuis 2014 une multitude de projets innovants et certains vous marquent, plus ou moins. Et il fait partie des projets qui marquent et qui aussi, vu ses capacités et l'innovation, toutes ces personnes qui amènent ces projets extrêmement techniques et innovants essaient de vulgariser au maximum leurs propos pour la meilleure compréhension de tous. Et c'est ce qui fait avancer, je leur dis toujours aux porteurs de projets, vous êtes dans leur projet innovant, mais aussi il y a un marché derrière qu'il faut accrocher. Et plus on vulgarise et on s'adapte aux personnes qui sont en face, meilleure est la solution à apporter pour les clients. Merci et félicitations pour votre projet. Et je finirai, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, tout ce qui est autour de l'énergie. Et j'espère que, et je n'ai pas ma langue de bois, et je n'ai pas mon droit de réserve, que personne ne se trompera, qu'après le 8, on pourra continuer dans ce sens parce que notre climat en a besoin. Merci à vous deux. Avant de rentrer dans la présentation des projets en tant que tels, juste pour vous rappeler, en fait, ce concours, il a été lancé en 2023 et on a annoncé les lauréats en 2024. Et donc, la dynamique d'accompagnement qu'il y aura derrière en fonction des projets. Voilà, je vous ai mis à l'écran tout ce qui sera fait avec tous les porteurs de projets. Mais on pourra en discuter si vous avez besoin d'infos. On va laisser la parole pour le premier projet à Pierrick Barbier et Cynthia Carpentier de Capena, qui vont nous présenter un projet autour de l'environnement en mer. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet accueil. Donc bien sûr, on voulait remercier la région Nouvelle-Aquitaine et aussi RTE pour ce concours d'innovation. Donc nous, on est Pierrick Barbier et Cynthia Carpentier de Capena. Donc c'est le Centre pour l'aquaculture, la pêche et l'environnement de Nouvelle-Aquitaine. On est une association de loi 1901 et on va vous présenter donc des travaux, notamment le projet IBAMEO pour innovation pour la biodiversité et l'aquaculture marine autour du futur parc éolien au large de l'île d'Oléron. Alors du coup, pour le concours innovation, on a décidé de présenter un projet qui faisait la synergie entre 3 actions basées sur nos expériences en fait, dans le cadre des activités de Capena. Et donc l'objectif de cette synergie, en fait, c'est de pouvoir développer en fait une aquaculture offshore autour du parc éolien et de la plateforme électrique, et également de pouvoir espérer en fait développer la biodiversité, la préservation d'une espèce cible que je vais vous présenter par la suite. Donc l'intérêt global en fait de ce projet, c'est vraiment de concilier en fait sur toute la colonne d'eau et le fond différents projets qui cohabitent ensemble et qui ont une synergie pour justement voilà, développer l'aquaculture, la biodiversité et la protection d'une espèce. Si, c'était bon. Donc du coup, quelles sont ces 3 actions? La première, donc au niveau de la colonne d'eau, c'est l'élevage expérimental offshore d'huîtres creuses et de moules sur filière. Donc là, ça sera Pierrick qui va vous présenter cette première action, donc qui sera vraiment sur toute la zone surface et colonne d'eau. Et enfin, sur la zone fond, l'idée, ce sera de mettre en place 2 actions différentes. La première, donc, qui est une thématique restauration écologique de l'espèce huître plate et de son habitat, qui est donc une espèce classée OSPAR en danger. Et la 3e action donc, qui se déroulera sur le fond, c'est le développement de la biodiversité et l'accueil d'espèces d'intérêt halieutique via des habitats artificiels. Alors, on vous présente ces actions parce que à Capena, depuis plusieurs années, on a acquis une certaine expérience, notamment en ce qui concerne donc, tout ce qui est élevage conchylicole. Depuis les années 90, on a des observatoires et des suivis réguliers sur l'acquisition des données zootechniques de référence et standardisées sur les élevages d'huîtres, de moules et toutes les références zootechniques associées que l'on donne directement aux professionnels, au CRC ou au CNC. Et donc ça, c'est vraiment un savoir-faire que l'on a de suivre sur le long terme, toujours dans le cadre d'observatoires de la ressource biologique, de suivre ces différentes données et ces performances. Au niveau de l'espèce que je vous parlais tout à l'heure, donc l'huître plate, donc Ostrea edulis, c'est en fait l'espèce d'huître patrimoniale de nos côtes françaises et européennes. C'est une espèce à fort intérêt écologique puisqu'elle est ingénieure de son écosystème, donc c'est-à-dire qu'elle permet de fournir en fait des services aux espèces qui habitent autour d'elle et qui forment donc des récifs.
Et au sein de Capena, depuis quelques années maintenant, on travaille sur cette espèce donc, à fort intérêt écologique, mais également économique pour les professionnels, avec notamment donc, un projet Refona, la phase 1 et la phase 2 qui est actuellement en cours, qui travaille justement à faire l'inventaire des populations résiduelles en Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement pour ce qui nous intéresse dans les Pertuis charentais. On fait également la caractérisation pathologique et génétique de ces populations et on étudie en fait les facteurs déterminants du fonctionnement des gisements résiduels pour comprendre un petit peu comment ils fonctionnent. Et toutes ces données-là en fait vont nous servir en fait derrière sur le projet qu'on a proposé pour le concours. Et finalement, un dernier axe de recherche qui est mené depuis 2010 à Capena et donc particulièrement au large d'Oléron, c'est le projet Récif 17 qui a été notamment porté par les pêcheurs de l'île d'Oléron et qui avait pour but en fait sur une concession expérimentale d'implanter différentes formes de récifs pour créer de l'habitat artificiel. On ne parle plus de récifs artificiels mais vraiment d'habitat artificiel en vue d'attirer de la faune, et notamment de la faune qui sera potentiellement pêchée par les pêcheurs, et donc développer cette faune halieutique, pêchable, mais aussi la biodiversité qui réside autour. Et donc pourquoi on parle de ça? Parce que dans le projet Ibameo, la première action, c'est notamment développer un élevage expérimental conchylicole à proximité de la sous-station. Et donc l'objectif, en fait, c'est d'acquérir vraiment les premières données de performance zootechnique, donc de survie, de croissance, de qualité, dans cette zone qui, pour l'instant, n'est pas encore utilisée pour l'élevage. Et donc vraiment, les premières questions seraient de savoir de quelle manière ces huîtres et ces moules peuvent survivre et peuvent grandir et pourraient être exploités. Donc là, l'idée, ce serait d'utiliser un élevage sur filière, un élevage complètement dans l'eau, avec une filière qui serait un peu sous la surface, et d'utiliser différentes méthodes d'élevage et pouvoir commencer à prendre en fait les premières données qui sont intéressantes pour développer l'aquaculture à ce niveau-là. Du coup, basé sur nos expériences et également sur les exemples qui ont été menés avec succès dans les pays nordiques notamment, l'action 2 donc, est basée sur ça et c'est donc le travail d'étude de la restauration de l'huître plate. Donc l'idée c'est de voir s'il y a une faisabilité possible de cette restauration de l'espèce et de son habitat autour de la zone de la plateforme électrique, donc profiter en fait de cette zone sanctuaire sans activité pour essayer de restaurer cette espèce à fort intérêt écologique en se basant sur les expériences de Capena et des retours à l'étranger. Et finalement, la dernière action concerne la mise en place d'habitats artificiels pour développer la biodiversité locale et la ressource halieutique. Alors en termes d'habitat artificiel, on peut voir à une toute petite échelle comme à une très grande échelle. À minima, l'intérêt, ce serait d'immerger des blocs qui seraient des nouveaux habitats et qui serviraient aussi d'ancrage pour la filière en élevage qui serait développée au-dessus. Et on peut développer cette idée-là et ce concept-là sur une plus grande surface pour qu'il y ait un plus grand intérêt écologique. Et on pourrait imaginer aussi travailler sur les structures, mais aussi sur les fonds meubles qui sont autour. Donc voilà, c'était le projet Ibameo avec les 3 axes qu'on vous a présentés. Et on vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Et on a le temps de prendre des questions hein, si vous voulez. Peut-être, Rémi, t'en as une ou... On ne connaît pas suffisamment Capena, parce que c'est un travail remarquable qui demain va nous aider à crédibiliser, notamment sur ceux qui ont des questions sur l'impact environnemental, sur la biodiversité qui est très importante pour nous à la région, sur le projet d'Oléron. Ça tombe bien, vous êtes sur Oléron. Et donc moi j'ai eu le plaisir de visiter, on était ensemble, hein, Pierrick, en octobre dernier. Voilà, on ne le dit pas suffisamment et je pense que ça c'est aussi, Léo, toi je me plante pas, mais vraiment nous la région et les élus, vraiment, Capena, c'est à faire connaître parce que ça pourrait être utile sur Oléron, on sera peut-être utile en Bretagne, en Méditerranée. Bref, voilà. Donc je pense que c'était juste une remarque comme ça, mais j'imagine qu'il y a des questions parce que c'est très très intéressant. Juste pour compléter, on ne travaille pas seul aussi, on travaille vraiment avec les professionnels de la pêche et de la conchyliculture, mais aussi avec les universitaires, aussi bien l'IFREMER que le CNRS à La Rochelle. Ouais, ces projets ils sont à destination de l'environnement, mais aussi du développement économique local des filières pêche, conchyliculture. Donc c'est pour ça qu'il est aussi intéressant ce projet aussi, c'est qu'il va embarquer des acteurs qui sont sur la zone et qui vont s'impliquer et peut-être avoir un avis différent sur ce type de projet. Est-ce qu'il y a une dernière question? Si ce n'est pas le cas, on vous remercie et donc on va passer
à la présentation du projet suivant, porté par A2D et NaviWatt. Et Pierre, tu vas tout nous dire. Merci Léo. Bonjour à chacune, à chacun. Merci beaucoup. On est très content d'être là aujourd'hui sur le site de Synergie, bien sûr, et surtout un des acteurs retenus par le concours, et donc RTE, la région, l'agglomération. C'est un écosystème déjà qui s'est mis en place pour pouvoir positionner ce concours et faire émerger un certain nombre de projets, une quinzaine j'ai entendu, donc c'est pas anodin. Et merci beaucoup pour ça. Finalement, je ne suis pas si surpris que ça parce que l'écosystème régional et son installation et son ancrage local dans les agglomérations fonctionnent bien. Moi, j'ai la chance d'être sur La Rochelle Technopole depuis 5 ans, peut-être maintenant, 6 ans. Et donc, c'est une dynamique qu'on voit au quotidien. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur Alguet, pour ces mots parce que c'est vrai que pour nous, c'est important d'être sur notre territoire et d'être un acteur sur les thèmes clés du territoire. Moi, je m'appelle Pierre Lonis. J'ai passé une dizaine d'années à créer l'Université de La Rochelle en son temps. C'est une époque où j'avais moins de cheveux blancs. Et donc, j'y ai passé 15 ans avant d'aller voir ailleurs. Et puis, après avoir fait une expérience sur le plateau de Saclay, eh bien, j'ai décidé de revenir ici pour pouvoir réinstaller les sujets de recherche que j'avais travaillé avec La Rochelle et d'autres universités en France et à l'étranger sur cette problématique de l'inspection pour la maintenance. Et il s'avère que ce concours sur l'éolien offshore et l'écosystème dans lequel on est, il est fantastique. Et c'est aussi pour ça que je suis revenu à La Rochelle, parce que je préfère la mer à la montagne. Et donc, c'est tout ce qu'on a fait depuis 6 ans, depuis qu'on a créé la start-up en 2017. On l'a installé sur la maintenance préventive pour des infrastructures, notamment pour Enedis. Donc, c'est un petit porteur par rapport à RTE en termes d'énergie, puisqu'on est sur de la HTA. Mais donc, on travaille avec Enedis depuis 2019. On fait des inspections sur leurs lignes aériennes pour détecter les défauts, ce qu'on appelle la prolongation de la durée de vie, et pour détecter l'invasion de la végétation. Donc, ce qu'on a porté à la connaissance du jury, c'est ce sujet, c'est-à-dire un procédé d'inspection pour de la maintenance prédictive des parcs éoliens offshore. On s'est associé, A2D s'est associé avec NaviWatt. NaviWatt, c'est une jeune pousse un peu plus âgée que nous, puisque je pense qu'il a une quinzaine d'années. Il fait de l'architecture navale, spécialement dédiée sur l'électrique. Donc il y a des conceptions de carènes un peu particulières, et il y a toute une motorisation électrique qui est particulière. Donc on a associé nos deux expériences pour pouvoir porter ce projet d'une robotique autonome. Le principe, il est commun chez à NaviWatt et A2D, c'est de pouvoir développer des solutions à la fois matérielles et à la fois logicielles. Une solution purement logicielle n'est pas suffisamment robuste. Je vais vous dire pourquoi, selon nous. Donc finalement, on cherche à couvrir, comme pour Capena, la problématique de la capture de la donnée. Ils ont parlé de données standardisées. Nous, on parlera de protocole d'acquisition de données. On veut pouvoir avoir une mesure brute, la plus précise, la plus fiable, la plus caractérisée possible, parce que, in fine, on va faire une aide à la décision. Et donc, on ne veut pas être un simple outil où on va pointer du doigt et entourer en rouge un sujet. On veut véritablement apporter une information, une caractérisation qualitative et quantitative sur la décision qu'on amène à l'expert humain. Nous, on est simplement des informaticiens et des mathématiciens. Donc, on va traduire de la donnée brute vers une donnée raffinée, une mesure quelle qu'elle soit, de l'image, du nuage de points 3D, de l'imagerie thermique, en une décision. Cette décision, elle va avoir une mesure de confiance que l'expert humain qui va traiter les conséquences de cette anomalie va pouvoir avoir envers le machine learning. Alors bien sûr, au milieu, il y a du machine learning. Il y a du machine learning au sens que j'aime pas de l'IA, qui est un mot galvaudé maintenant. Moi, j'ai fait de l'IA le siècle dernier avec le labo L3i, que vous connaissez certainement. On faisait de l'IA en C et on les portait sur des cibles temps réel. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui sont complètement packagées et qui sont des boîtes noires. On ne souhaite pas utiliser des boîtes noires. On cherche à ce que nos IA soient explicatives,
qu'on puisse comprendre pourquoi le moteur d'analyse a apporté telle proposition pour une aide à la décision. La finalité commune pour NaviWatt et pour nous, c'est de travailler sur la prévention des risques. Quand on travaille pour Enedis ou quand on travaille pour le Grand Port Maritime, on cherche à montrer qu'on détecte une anomalie avant qu'elle devienne une catastrophe. Donc voilà un certain nombre de problématiques qu'on adresse avec la solution qu'on a déjà développée. Chez A2D, on a déjà une plateforme qui permet de faire de l'inspection une fois qu'on l'a nourrie avec de la donnée. On s'en sert pour des problématiques d'infrastructure, des problématiques de littoral, d'ouvrages de protection de notre trait de côte. On s'en sert pour des ouvrages manufacturés comme les pylônes. Donc tout ça a pour vocation de pouvoir prévenir une panne. Si on arrive à prévenir la panne, on gagne de l'argent. Parce qu'en fait, il est clairement montré que les systèmes prédictifs permettent d'économiser entre 40 et 60% de la maintenance curative. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. Pour nous, dans le cadre de ce qu'on a appelé OSS 17, le sujet il est de soigner une capture de données pour qu'elle soit la plus qualifiée possible, de façon à avoir une prédiction du comportement de l'ouvrage dans le temps. Il y a des éléments qu'on a déjà, je voulais esquisser, il y a des éléments qu'on n'a pas. Pour les éléments qu'on n'a pas, on va travailler en interne avec NaviWatt et A2D sur un certain nombre de sujets et on va faire appel à des partenaires qui ont ces compétences, notamment sur les comportements et les modélisations de comportements multiphysiques des ouvrages qu'on a à regarder. Il n'empêche que les principes de notre projet, c'est de travailler sur la prolongation de la durée de vie des installations, de travailler sur la sécurité de fonctionnement. Si on a un robot qui va faire le travail d'inspection, ça veut dire qu'on ne met pas un homme pour le faire en cordée, par exemple, et une continuité de la surveillance pour ne pas avoir simplement un one-shot tous les 6 mois, mais une possibilité d'aller checker les données et d'aller travailler sur les données pour faire apparaître des mesures, etc. Il me reste 3 minutes. Merci de me le dire. Notre livrable pour 2026, c'est premièrement une construction de modèles prédictifs de vieillissement des infrastructures. Prédictif. Deuxièmement, un déploiement du service de l'inspection qu'on a déjà maturé, avec lequel on travaille aujourd'hui avec le Grand Port, l'OIP Atlantique, agglomération de Bordeaux, etc. Et plus complexe, parce que du hardware, l'intégration d'un système robotisé autonome d'inspection. En quoi ça consiste ? Ça consiste à faire une intégration entre différents équipements avec un navire amiral qui est un drone marin. Le drone marin, ça existe, hein, on en voit juste derrière nous, on en voit ailleurs. Mais il va falloir qu'il corresponde avec un drone aérien. Le drone aérien, ça existe, on en voit un peu partout. Mais quand il faut voler au-dessus de la mer dans un environnement maritime et communiquer avec une base mobile dans un endroit où la 5G ne passe pas, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et avec une captation des données sous-marines, parce qu'on est dans de l'offshore et qu'on a des choses qui se passent en dessous du niveau de la mer. Voilà. Donc pour nous, on s'est réparti un certain nombre de grandes missions. A2D, on est des spécialistes de la partie informatique, traitement de données et intégration. NaviWatt va réaliser la problématique de la conception et la réalisation du drone marin, qui va incorporer de la capture de data et de la convergence avec les autres drones. Et puis, on est aussi sur ce salon pour pouvoir travailler avec et découvrir d'autres partenaires. Certains ont déjà été identifiés. On va essayer de constituer ce consortium. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce que nous mettons en place aujourd'hui dans le cadre de ce magnifique projet. Merci beaucoup Pierre. Donc tout à l'heure on avait laissé une place aux questions, donc c'est la même chose maintenant. Si vous avez des questions sur la finalité, les objets qui vont voler, naviguer ou autre, le traitement des données, comment ça fonctionne, pour quel cas d'usage de maintenance vous avez identifié ce projet, voilà, on vous laisse peut-être la parole sur ça. Sujet de maintenance. Et c'est que tu as été très clair. Peut-être que tu veux faire des compléments justement sur les cas d'usage, parce qu'en fait, dans ta présentation, on ne se projetait pas sur
la mise en service de la sous-station en mer ou des éoliennes. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est des drones qui vont se déployer sur l'eau tout seul? Oui. Alors, en fait, on cherche à faire quelque chose qui soit le plus autonome possible, sachant que l'autonomie à 100%, c'est rarement le cas. On a toujours besoin d'une supervision humaine. Il existe de l'autonomie sur les drones aériens. On l'a pu le tester, nous, chez d'autres clients. Il existe de l'autonomie sur du drone marin et sur du drone sous-marin. Un peu plus compliqué sur le drone sous-marin, mais ça existe aussi. L'objectif, c'est il y a un gros travail de communication entre les différents vecteurs, de façon à pouvoir faire de la planification de tâches pour des missions différentes. Donc là, c'est purement de l'optimisation de type de voyageurs de commerce au niveau informatique. On veut aussi trouver le bon capteur pour aller regarder ce qui se passe en aérien, ce qui se passe sur le sous-marin, et dans une zone particulière que les gens du milieu appellent la splash zone, où il y a des perturbations physico-chimiques dues à l'impact des vagues sur les infrastructures et à la salinité et à l'oxydation de tout ça. Donc on va essayer de trouver les bons capteurs pour pouvoir mesurer l'ensemble de ces phénomènes, de façon à alimenter les modèles prédictifs de comportement de destruction des matériaux que des acteurs comme le LIENS, un laboratoire de La Rochelle, développent depuis de nombreuses années, aussi en lien avec des partenaires qui sont autour de ce plateau, comme le port maritime, puisqu'il y a déjà des expérimentations sur place. Donc nous, on va faire de la captation de la donnée, on va vérifier à ce que cette donnée soit la plus carrée possible, donc on va faire des protocoles d'acquisition, de façon à ce que derrière, on puisse alimenter des moteurs de physique et mathématiques d'évolution de comportement physique. Ok, juste un dernier commentaire, c'est qu'on pourrait se dire pourquoi un projet aussi technologique? En réalité, c'est très adapté à l'enjeu du projet Oléron, qui, pour rappel, en fait, est un projet très éloigné à 40 km des côtes. Donc on s'imagine que ce soit pour RTE ou le futur exploitant du parc, les coûts liés à l'intervention en mer par des techniciens de maintenance sont très élevés, voire risqués pour les personnes qui interviennent. Donc le fait d'avoir des équipements autonomes sur place, ça peut rendre un sacré service, y compris en cas de conditions de navigation un peu compliquées. Voilà. Merci beaucoup Pierre. On va passer donc à la présentation du projet suivant. Porté donc merci. Donc Ludivine, si tu veux bien venir, donc porté par Coabis qui va se présenter. Donc on est toujours sur un sujet lié à l'environnement. Bonjour, merci pour l'invitation et merci pour ce beau concours d'innovation duquel on est lauréat. Donc moi je suis Ludivine Martinez, je suis biologiste marine, je suis responsable de Coabis. Coabis c'est une cellule de valorisation de l'Université de La Rochelle et on est spécialisé sur les questions d'interaction entre les activités industrielles en mer et la faune marine. Donc dans le cadre de ce concours d'innovation, nous ce qu'on a proposé c'est un observatoire pour la biodiversité en mer. Donc on va parler de données, on va parler de prédictions, mais pour les animaux marins. Hop. Alors, je vous rappelle que les ambitions gouvernementales pour 2050, c'est 50 gigawatts d'éolien, si tout va bien, et on espère que tout ira bien. Donc on est bien sûr dans une logique de changements globaux, de décarboner la production d'énergie, mais il ne faut pas oublier que ces installations ont forcément un impact environnemental. Donc on se pose la question de l'impact de ces 50 gigawatts d'éolien dans un environnement qui est de toute façon déjà en train d'évoluer, dans un environnement qui évolue rapidement de par le changement climatique. Pour pouvoir répondre à ça, pour pouvoir répondre à quel est l'impact de l'éolien et surtout discriminer la part de responsabilité de l'éolien dans les changements qu'on peut observer par rapport au changement climatique, on a besoin de données. Donc de données qui soient précises, qui soient actuelles sur des périodes de temps longues, puisqu'on ne peut pas évaluer des changements en faisant un suivi sur une année. On a vraiment besoin de séries temporelles pour pouvoir identifier, quantifier et comprendre ces impacts. C'est pour ça que les observatoires en mer, c'est un besoin crucial pour l'observation et le monitoring du milieu marin. Pour pouvoir avoir ces séries temporelles-là, avec une qualité, une quantité qui permettent de faire des études scientifiques.
Donc l'acquisition de données fiables, de qualité et continue, ça c'est un point qui est important. Si on a des trous dans la raquette, c'est difficile de pouvoir réellement estimer ces impacts, qui soient adaptés aux besoins des scientifiques. Ça c'est un autre point essentiel, c'est que collecter de la donnée, c'est une chose, collecter de la donnée utile et dimensionnée pour des études scientifiques, c'en est une autre. Donc, les observatoires en mer peuvent permettre de répondre à ces besoins-là, mais ce sont des structures coûteuses qui présentent de nombreuses contraintes, puisqu'on parle aussi de projets qui sont de plus en plus éloignés des côtes. Donc, on a des vraies contraintes techniques et logistiques pour mettre en place ces structures-là. Et ça, c'est important dans un projet de recherche, puisqu'on est tous conscients sur le financement de la recherche et les difficultés que ça peut représenter. Donc, il y a un vrai questionnement autour de développer des observatoires en mer qui soient économiquement soutenables et qui, dans le même temps, permettent d'acquérir des données utiles et utilisables. Dans ce contexte-là, les postes de raccordement en mer sont des plateformes d'intérêt, puisqu'elles présentent de nombreux avantages. Donc, le premier avantage, c'est d'être installé en mer pour de nombreuses années, donc pour 10, 20 ans, voire plus. Elles font l'objet d'une maintenance régulière, puisque RTE va régulièrement aller sur la plateforme pour différents types d'opérations. Elle va permettre l'installation de divers instruments, puisque la plateforme en mer sera un point fixe sur lequel on va pouvoir mettre de l'instrumentation, des capteurs, tout un tas d'outils qui vont nous permettre de monitorer le milieu marin. Et puis, un autre point, et pas des moindres, c'est que la sous-station, elle est indispensable pour tous les parcs éoliens en mer. Donc ça veut dire que notre projet va être réplicable sur différents parcs et différentes façades. On va multiplier les points de mesure. Donc dans le cadre d'un observatoire en mer, c'est très important. Ça va nous permettre d'avoir des points de mesure espacés qui vont nous donner de longues séries temporelles à l'échelle de toutes les façades. Donc, le projet qu'on a proposé, c'est ça. C'est d'utiliser la sous-station électrique en mer comme une plateforme pour l'installation d'observatoires environnementaux. Donc, moi, mon métier, c'est la mégafaune marine. Donc, on a proposé un projet focalisé sur la mégafaune marine. Alors, la mégafaune marine, c'est les oiseaux, c'est les mammifères marins, c'est les tortues, c'est les grands poissons pélagiques. Donc, c'est les grosses bêtes qui se voient, entre guillemets. L'objectif maintenant de ce projet, c'est aussi d'aller chercher des partenariats sur d'autres compartiments biologiques sur lesquels nous, on n'est pas spécialistes. Donc aujourd'hui, le projet tel que déposé est focalisé sur la mégafaune, mais il a vocation à être élargi sur d'autres compartiments biologiques pour avoir une vision plus intégrée que ça. Le questionnement scientifique sous-jacent à ces acquisitions via un observatoire en mer, c'est que là, on va avoir des données sur un point fixe, donc un point fixe qui va être réparti sur différentes façades, mais un point fixe. Donc comment ces données en point fixe vont permettre de caractériser l'évolution de la fréquentation d'espèces hautement mobiles comme les mammifères marins? Ça, c'est un vrai sujet. Nous, quand on travaille sur les mammifères marins, on ne travaille jamais à l'échelle d'un point fixe ou d'une petite zone. On va travailler à l'échelle de bassins, à des échelles régionales, sur des temps longs, sur des modèles populationnels, sur des modèles démographiques. Donc, comment on va faire pour travailler de ce point fixe à des modèles large échelle? Ça va être un point qu'on a proposé de développer dans le cadre de ce projet. Donc, notre projet, si on le détaille, le premier point, ça va être quelles données pour quels usages. Parce que, comme je vous disais en introduction, collecter de la donnée, on peut collecter de la donnée. Maintenant, il faut que la donnée, elle réponde à un besoin, elle réponde à une question et qu'elle permette de faire des analyses derrière. Donc, de faire l'inventaire des données nécessaires va nous permettre de caractériser finalement les instruments à utiliser, les fréquences d'enregistrement, et ça va définir aussi la maintenance de ces instruments-là. Donc, quelles données pour quels usages pour répondre aux besoins des scientifiques? Ça, c'est le premier point. À partir de là, on va définir les outils qui vont être adaptés à la collecte de données que l'on souhaite.
Donc les possibilités que nous, on a identifiées toujours de notre aspect mégafaune marine, ça va être des enregistreurs acoustiques autonomes, ça va être des caméras 360 aériennes, ça va être des radars ornithologiques, ça va être des systèmes de caméras sous-marines ou de sonar. L'idée, c'est de dresser vraiment un panorama de la fréquentation, de la distribution, du mode de présence des animaux dans la zone, pour avoir cette vision long terme et en continu de ce qui se passe autour de notre sous-station. On en a parlé précédemment, mais effectivement, l'apport grandissant de l'IA et des systèmes de deep learning, c'est un point conséquent qu'il faut prendre en compte, puisque aujourd'hui, collecter des gros jeux de données et les analyser, c'est très chronophage, ça prend de la place, c'est phénoménal. Donc, on compte bien sûr sur ces systèmes-là pour rendre notre projet possible, tout simplement. Pour pouvoir permettre aussi de traiter de la donnée, parce qu'encore une fois, collecter de la donnée, si derrière on ne l'analyse pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc l'apport de l'IA va être un point essentiel, sur lequel nous, on n'a pas de compétences en interne. On va aller chercher des partenariats, que ce soit du côté de l'université ou que ce soit du côté d'autres structures qualifiées sur ces sujets-là. Le troisième point, je vous en parlais tout à l'heure, ça va être un travail méthodologique important et essentiel à mon sens sur la façon d'utiliser ces données issues d'un point fixe, donc d'une très fine résolution spatiale, dans des modèles large échelle pour des espèces mobiles, donc des modèles populationnels à des échelles régionales pour avoir des approches écosystémiques. Donc ça, ce sera un gros travail méthodologique à fournir dans le cadre de dans ce projet, qui va donc bien au-delà de la simple instrumentation d'une plateforme en mer. Et enfin, le quatrième point que l'on propose d'intégrer à ce projet, c'est des recommandations sur la nature et le format des données collectées pour s'adapter au mieux aux besoins. Puisque nous, on va proposer de faire ça sur les plateformes de RTE, mais c'est bien sûr des choses qui sont totalement transposables sur d'autres plateformes ou sur d'autres sites d'opportunités pour multiplier, encore une fois, les points de mesure. Donc notre retour d'expérience sur ce projet pour permettre de formuler des recommandations de la même façon que nous, on va s'appuyer sur des projets déjà existants. Vous avez peut-être entendu parler de projets de France Énergie Marine comme Mermaid. Il y a des projets comme FutureOps qui sont en cours. Donc nous, on va s'appuyer sur ces projets-là pour améliorer notre projet et pour faire un premier retour d'expérience. Donc, on est en cours de discussion avec différentes structures. Il y a des partenariats, des collaborations qui sont en cours de montage. Donc, je vous les citais. Il y a France Énergie Marine. Il y a le projet FutureOps qui est porté par Sorbonne Université. On est bien sûr en contact étroit avec les laboratoires Liens et EPOC. Et bien sûr, on est complètement ouvert sur des collaborations, sur des opportunités pour rejoindre ce projet ou pour partager d'autres projets. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Ludivine. J'en profite pour te poser du coup ces questions sur le retour d'expérience sur d'autres projets, vu que sur notre territoire on n'a pas encore de parc éolien en mer. Sur finalement cette question sur la mégafaune, les éoliennes, elles ont quel impact aujourd'hui qui est mesuré ailleurs en fait? Alors, l'impact aujourd'hui, on ne le mesure pas forcément avec ces outils-là. On va le mesurer avec des outils classiques de suivi des animaux. Donc c'est observation, c'est ça? C'est de l'observation, c'est de l'enregistrement acoustique. Disons que les instruments en eux-mêmes sont similaires. Par contre, c'est la méthode qui est différente, puisqu'on va plutôt avoir des avions ou des enregistreurs sur des mouillages, ce genre de choses. Mais donc, ce que ces retours d'expérience nous apprennent, c'est que globalement, on a deux grandes phases à distinguer, la phase de construction et la phase d'exploitation. Donc, pour tous les animaux qui vivent sous l'eau, donc les mammifères, les oiseaux, les tortues, c'est plutôt la phase de construction qui va être la plus impactante, avec notamment le bruit sous-marin qui va être généré. Là, on va avoir une fuite, la plupart du temps, des animaux des zones de projet et un retour, dans les grandes lignes, à la fin de la période de construction. Pour ce qui est de l'avifaune, donc des oiseaux, les impacts sont plutôt sur la phase d'exploitation, puisque là, on va avoir les éoliennes qui vont être en place pour 20 à 25 ans, avec des hauteurs de pales toujours plus importantes, où là, on va avoir des risques de collision, mais aussi des risques d'habitat et de dérangement.
Et donc, effectivement, moi, ce que j'ai entendu toujours, c'est que l'impact qu'on observe en Belgique, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni n'est pas réplicable sur notre mégafaune, ou sur la biodiversité de Charente-Maritime, par exemple. On peut s'en inspirer. Ça nous donne des indications. Après, en termes de transposabilité des effets, il y a toujours des nuances à avoir, puisque les technologies ne sont pas forcément les mêmes, les écosystèmes ne sont pas les mêmes, les espèces ne sont pas les mêmes, leur utilisation de la zone n'est pas forcément la même. Donc il faut être prudent vis-à-vis de ça. Il faut s'en inspirer, parce que les retours d'expérience sont importants, mais c'est pas aussi simple que de dire voilà, ailleurs il s'est passé ça, donc chez nous il va forcément se passer la même chose. D'où l'intérêt donc de développer ce projet sur les côtes de Charente-Maritime. Merci beaucoup. Et donc pour finir, je vais me lancer dans un exercice périlleux, c'est-à-dire que notre dernier intervenant s'est décommandé au dernier moment. Donc je vais essayer de me faire le relais de sa présentation. N'étant pas du tout spécialiste des mollusques et de l'environnement, je vais essayer d'être fidèle à ce qu'il nous a fourni comme présentation. Donc le dernier lauréat donc, de ce concours d'innovation, c'est l'entreprise Molluscan AI, qui est donc une start-up issue de l'Université de Bordeaux. Qui s'est créé il y a peut-être environ 2 ans, je dirais. Voilà. Il se trouve que Molluscan a développé un système de biosurveillance basé sur des bivalves. Les bivalves qu'ils utilisent à travers le monde, ils sont de différentes natures. Ça peut être de l'huître, de la moule ou d'autres types de coquillages. Et si on doit vulgariser, en tout cas la manière dont j'ai compris la technologie, c'est qu'en fait, grâce à ces mollusques instrumentés, donc là on est sur quelque chose de très low-tech, c'est 2 capteurs qui vont mesurer le degré d'ouverture, plutôt l'amplitude d'ouverture et la fréquence de cette ouverture, et peut-être d'autres paramètres que je ne connais pas, pour donner des indications sur la qualité de l'eau ou d'autres enjeux liés à l'eau. Et c'est des projets qui se développent d'ailleurs sur des sites au large, offshore, des sites même en eau douce, voilà, dans des rivières, etc. Donc c'est finalement une sentinelle qui permet de lancer des alertes sur la qualité de l'eau ou des enjeux de pollution, ou peut-être même des enjeux acoustiques. C'est aussi ça qui peut être mesuré. La technologie, donc, elle permet de détecter. Elle ne va pas forcément permettre de qualifier au moment où on a l'alerte, le type de pollution et son ampleur. C'est vraiment un système d'aide à la décision qui nous permet ensuite de mettre en place des stratégies pour améliorer la qualité de l'eau ou l'impact acoustique. Je vous parlais de la technologie, elle est très simple, on a tout le kit en fait, qui est mis en mer sous les yeux. Donc on a bien, en l'occurrence là, c'est des moules qui sont pucés au niveau des deux valves, et un système de transmission de données qui va directement depuis la mer avec un signal transmettre la donnée à celui qui a besoin d'interpréter cette donnée. Donc c'est énergétiquement autonome parce que la consommation des équipements est faible, et donc voilà, c'est ce type de technologie. Je vous disais que c'était issu de la recherche de l'Université de Bordeaux, donc un travail avec des chercheurs du CNRS qui ont développé ça depuis 17 ans. Et donc, si on se pose la question de est-ce que cette solution est mature, on pourrait considérer que oui, parce qu'elle est déployée dans tous les points rouges que vous voyez sur la carte, donc sur différentes catégories de bivalves, y compris, je crois, même au Moyen-Orient, avec des espèces endémiques peut-être de moules, du Qatar, enfin j'en sais rien, je ne connais pas les espèces exactement, mais voilà, des espèces vraiment typiques de la zone où on va rechercher l'information. Donc dans le milieu offshore pétrolier en haut à droite, dans des lagons, dans des zones de pêche, des ports, des marinas, etc. Voilà, donc les cas d'application sont vraiment variés. Et donc là, on a à l'image, par exemple, dans un lagon des Tuamotu, l'équipement entier, c'est ce qu'il y a ici. Donc on a tout simplement des rangées avec des étages où justement on met les bivalves, le boîtier qui permet de transmettre l'information avec un relais flottant qui permet d'assurer la transmission de l'information. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une solution plutôt low-tech qui va donner un signal d'alarme pour celui qui doit prendre la décision, en fait. C'est ça l'usage principal. Autre exemple, dans le domaine de l'ostréiculture, évidemment,
on va peut-être mettre des huîtres témoins parmi les autres huîtres qu'on cultive pour mesurer différentes caractéristiques, la qualité de l'eau, l'impact acoustique, la dynamique acoustique du milieu ou d'autres enjeux sur la biodiversité. Et je crois qu'on a encore... voilà, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, c'est des technologies qui sont applicables au milieu maritime, mais aussi au milieu en eau douce, avec un projet là, illustré par celui développé avec Suez, qui va mesurer un certain nombre de paramètres. J'imagine que là, on est plutôt en lien avec une station d'épuration qui va rejeter de l'eau, et on va essayer de mettre des systèmes de détection, des systèmes d'alarme, une fois de plus, hein, pour mesurer, pour que les autorités puissent décider ou pas de rejeter ces eaux. Ben voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai pas trop raconté de bêtises par rapport à ce qu'ils m'ont donné. Un dernier mot, peut-être. On peut prendre des questions, hein, d'ailleurs, sur tous les projets. J'ai oublié de le faire pour le projet Coabis, c'est ça, peut-être. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou sur celui-ci. C'est qu'on a... Ouais. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je pense que pour les 4 lauréats, il y a un intérêt aussi à travailler en synergie pour le coup. Parce que vraiment sur l'acquisition de données, sur toute la colonne d'eau, sur des nouvelles technologies, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire ensemble aussi. Ouais, c'est clair qu'il y a besoin d'équipement, il y a besoin d'analyse scientifique, il y a besoin de différents capteurs. Et pour ce faire, je vous propose qu'on se retrouve tous à partir de 13h. Donc je pense qu'il est bientôt 13h sur le stand du port de La Rochelle qui est juste à côté, vers là, pour justement engager cette dynamique collective entre les scientifiques, les entreprises et les différents techniciens. Et voilà, il me reste à vous remercier, donc les partenaires du concours, RTE, la communauté d'agglo de La Rochelle et la région qui s'est aussi mobilisée sur ce concours. Et donc, bonne journée à tous et puis à bientôt.